Honneur, respect, mes chers amours. Merci de vous joindre à nous pour une autre émission vraiment intéressante. Vous avez pu remarquer que ça fait un bout de temps, je n'ai pas fait d'éditorial, mais sachez que c'est parce qu'il y a tellement d'informations qui circulent et ça nous prend beaucoup pour déblayer tout ça. On veut faire un travail professionnel, ne pas uniquement venir parler, improviser sur des sujets qui sont très importants, qui méritent d'être bien compris. Alors, on a décidé de ralentir un petit peu sur les éditoriaux et de donner plus de place à des invités. L'une des raisons qu'on veut faire ça, c'est parce que on se dit, au moment où nous en sommes, et beaucoup d'entre nous commencent à perdre espoir en l'être humain et que les nouvelles qui sont généralement négatives nous arrivent quotidiennement et nous embrouillent, alors on a décidé de vous faire vivre à travers ces invités-là une autre manière de voir la vie, de nous inspirer, d'aller de l'avant. Sur ce, je vous présente Dave, qui est son sobriquet. Il va vous parler un petit peu plus de qui il est. Un jeune haïtien, étudiant en psychologie, qui est aussi entrepreneur. Alors, il va nous parler un petit peu de son travail et de son quotidien. Sans plus tarder, je vais vous présenter de suite Dave et je vous souhaite déjà une très bonne écoute, un bon moment de partage. À bientôt. Alors, sans plus tarder, je vous présente Dave, qui est notre invité d'aujourd'hui. Salut Dave, comment tu vas? Bonsoir Madame Darlene, grâce à Dieu je me porte à merveille. Et de votre côté? Tout roule bien, comme on dit, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'avec les situations, on a pu reporter à maintes reprises cette interview, mais finalement, nous voilà. C'était aujourd'hui qu'il fallait le faire le 11 septembre, n'est-ce pas? Quand j'ai dit le 11 septembre, quelle a été encore ta réaction? Une date remarquable, l'attentat. Non, mais tu devrais être L'attentat très du World jeune Trade pour Center. l'attentat. Hein? Oui, j'étais même pas encore né, mais à travers l'histoire, j'ai appris à connaître comment s'est déroulé l'attentat. Et donc, ça te marque, en fait. Et c'était une date marquante, oui, quand j'adore l'histoire. Tant mieux, tant mieux. Alors, Dave, je vais te donner l'opportunité de te présenter, de dire ce que tu fais dans la vie, et puis on va enchaîner avec notre moment d'échange. Alors, qui es-tu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Mon nom est Géné Jean Devon Michel. Dave, c'est alors un surnom que m'ont donné mes amis, ma famille. Dave est dérivé de Devon. Je suis haïtien. Je suis né à Port-au-Prince. J'habite à Carrefour. Je suis un jeune étudiant de la faculté des sciences humaines, un étudiant en psychologie. Je suis aussi un entrepreneur. J'évolue dans le domaine des arts plastiques, de la sérigraphie, des objets personnalisés et de la vente en ligne. Dans mon domaine, je produis surtout des objets personnalisés, par exemple les tableaux PVC, les bidons avec des photos dessus, les porte-clés personnalisés, les banners, les logos, etc. C'est tout un package que je pourrais dire. C'est un art. À travers mes expériences, j'ai pu marquer de nombreuses personnes et me faire paraître en tant que jeune émergent, jeune entrepreneur émergent, surtout notre commune assez difficile, la commune de Carrefour. Exactement. Parce que là, ton travail, je suppose, tu n'es pas obligé d'être dans un bureau, de sortir comme tout le monde le fait. Tu peux de chez toi opérer, n'est-ce pas? Faire tes activités, mener tes activités. Oui. Et comment ça Sauf se quand il passe? s'agit de trouver les matériaux. Les commandes se font en ligne. On m'envoie un message à travers mon WhatsApp Business et je réponds, vous placez la commande et la commande que vous placez sera disponible selon l'article entre 5 à 8 jours. Ensuite, tous les déplacements s'effectuent pour chercher les matériaux. Parfois, certains matériaux nécessitent le déplacement en ville pour se déplacer de Carrefour et aller en ville, parfois même sur la route de l'aéroport, très très loin comparativement à Carrefour, mais ce sont les risques du métier. Ça se déroule ainsi. Donc, c'est justement ça. Est-ce que tu te donnes un horaire pour aller chercher ces matériaux, sachant que le Carrefour est devenu un des quartiers de non-loi, comme on dit? Comment tu t'arranges pour ne pas avoir de problème? Parce qu'on sait que les malfrats sévissent là. Les chefs de terreau font leur business dans cet arrondissement. Oui, j'établis parfois des horaires
Comme je pourrais dire que chaque jeudi ou bien vendredi dans la semaine, je dois aller en ville, aller chercher mes matériaux. Mais dans certains cas, l'urgence arrive. Et dans ces cas-là, il faut satisfaire le client. Donc, je n'ai autre choix que de prendre la route et d'aller en ville, malgré toutes les pressions, etc. Je n'ai pas d'autre choix que d'aller. Donc, que je sais que tu es jeune et chez nous, en fait, dans nos pays respectifs, Afrique et Haïti, on sait que quand on est encore chez les parents décident. Alors, comment tu vis ça quand tu dois convaincre ta mère que maman, je dois me déplacer, le client a besoin de moi et maman vient d'entendre qu'on a buté tel enfant là, on a fait telle chose. Comment tu réagis? Parce qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir des parents. Hein? Oui, quand même. Il ne faut pas minimiser et il faut être obéissant. Heureusement, j'ai une mère qui est assez compréhensive et elle est très croyante. Elle prie pour moi et elle me demande d'exercer en fait la prudence, d'exercer beaucoup de prudence. En bon créole, dit, attention, oui, pas arrêter dehors, pas arrêter dehors trop tard. Fais prudent, mon fils, attention, sois prudent, s'il te plaît. Elle accepte parce qu'elle comprend que parfois il y a les urgences. Exactement. Oui, parce que tu vas aussi au cours, parce que tu es à l'université. Quelle est la plus grande difficulté? Se consacrer entièrement aux études, donc faire les va-et-vient, parce que je sais que c'est en pleine ville de Port-au-Prince, et donc tu sors de Carrefour pour aller là, ou est-ce que c'est vraiment les voyagements, les déplacements pour l'achat des matériaux? Comment tu allies tout ça? Pour aligner tout ça, il suffit de bien planifier. Planification, mes horaires de cours, j'établis des horaires parallèles afin de ne pas croiser les jours où j'irai aller chercher des matériaux. Mais comme je l'ai dit tantôt, parfois l'urgence se présente. Dans ce cas-là, si j'ai cours, je suis obligé parfois de perdre la journée, de rater le cours et de compter sur des camarades afin de me donner les notes et me rattraper. Mais là, justement, est-ce que au niveau des camarades de cours, parce que tu es à l'université, donc je dois vraiment dire les mots qui sont convenables, est-ce que tes camarades te poussent vers le travail que tu fais, l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as l'aide de tes camarades, l'aide de l'Église pour que justement dans un pays où il y a manque de tout, et comment tu fais pour pouvoir sortir les commandes et t'assurer que, comme on dit, il y a un roulement qui se fait en ce sens? Mon entourage est un entourage assez dynamique et compréhensif. Il m'encourage à aller de l'avant, à établir de bonnes bases en fait pour les études et aussi ne pas abandonner l'entreprise. Parfois, certains de mes camarades, je ne devrais pas dire ça, mais je vais le dire quand même, mettent présent pour moi pendant que je ne suis pas là. Ils arrivent à comprendre que j'ai urgence et si je rate le cours, je serai en, comment je pourrais dire ça, en punition ou bien j'aurai une notation quelconque. Ils arrivent à frauder en quelque sorte pour me couvrir. Ah De mon ah! côté, oui. Tu as des partenaires comme on dit en Haïti, c'est-à-dire des Oui, beaux amis qui sont là, des des beaux potes amis. qui te... OK. Oui, parfois aussi, si j'ai un examen à faire, je reste, je fais l'examen et des autres personnes de mon entourage, ils vont en ville et m'apportent ce dont j'ai besoin. Mhm. Est-ce que ça veut dire que les professeurs ne sont pas au courant que tu es aussi un entrepreneur? Ils sont au courant, mais les profs haïtiens, quand il s'agit du bras de fer, ils vont le faire. Ils vont faire le bras de fer avec vous. Donc, il n'y a pas question d'entrepreneur de tout ça là. Mon cours, c'est ce qui est important. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est l'étude. Il y en a même qui croient dur comme fer qu'un étudiant à la faculté ne devrait pas avoir d'autres activités parallèles ou bien connexes, comme soit des cours professionnels ou bien une petite entreprise, ou même travailler. Même en étant dans un pays où on sait que c'est difficile de vivre actuellement, ça m'étonne. Oui, oui, il y en a Carrément. qui croient dur comme fer. Mhm. Parce que eux, là, c'est Oui, les études, beaucoup de livres, il faut remplir la tête. la tête pleine, les poches vides. J'adore ça. Peux-tu reprendre, s'il te plaît? La tête pleine, les poches vides. J'adore. Ah, en tout cas, mais je sais que je parlais avec quelques jeunes qui me disaient, si je suis encore en vie et téméraire en fait en ce qui concerne la vie que je veux
garder et la foi en mes rêves, en mes capacités, c'est parce que j'ai une foi religieuse qui me permet de le faire. Quelle est maintenant la pensée, en fait, des jeunes comme toi, chrétiens, par rapport à Haïti? J'ose poser cette question-là parce que je sais que beaucoup de frères et de sœurs africains qui vont nous écouter à travers le monde vont se dire, mais j'entends qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays-là. Cette jeunesse fait quoi? On me pose souvent cette question. C'est pour ça que je tenais à te poser la question. Quelle est ta perception, ton analyse de tout ça? Sur la situation de mon pays. Exactement. Ok. Moi, je crois Dieu comme fer et je reste confiant qu'il existe un changement. Et le changement ne peut être apporté que par les jeunes et pour les jeunes. Et j'ai un exemple très récent qui appuie ma thèse, c'est l'exemple du Népal, où les jeunes ont décidé de mettre à terre un gouvernement corrompu. Je crois dur comme fer que la situation actuelle ne demeurera pas inchangée. C'est vrai, parfois beaucoup de jeunes, la majorité des jeunes de cette génération, de ma génération, ne croient pas au changement de notre pays. Ils préfèrent partir et laisser le pays. Ça, c'est vrai. Les jeunes, beaucoup d'entre eux ne peuvent qu'à laisser le pays. Et j'arrive à leur comprendre pourquoi. Il n'est pas donné à tout le monde d'avoir un courage, un sens patriotique dans cette situation. Une situation où règne le chaos, où il faut être fort, avoir un mental de guerrier afin de subsister. Beaucoup d'entre eux choisissent la solution de facilité. Ils arrivent et quand ils terminent leurs études, parfois ils ne terminent même pas leurs études et ils laissent le pays. Ils passent par Brésil, etc. Mais il y en a qui croient Dieu comme fer comme moi, que la situation ne demeurera pas ainsi. Ah, vous voyez, c'est pour ça que j'adore vraiment avoir des conversations avec des jeunes parce que vous nous inspirez. Par moments, moi personnellement, je me dis, mais où va ce pays, où va ce monde? On dirait que la jeunesse est tellement, comme on dit en bon créole, m'en fout bien, donc s'en fout royalement de tout ce qui se passe autour d'elle et on pense que c'est toute la jeunesse qui pense ainsi. Et de t'entendre, j'ai dit, tout n'est pas perdu, n'est-ce pas? Donc c'est ça que tu es en train de nous dire. Non, tout n'est pas perdu. Il reste de l'espoir. Et je vous garantis, à la minute où un pas se fera dans ce désert qu'on vit actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui ont laissé le pays qui vont revenir. Parce qu'ils arrivent à voir un changement. Même un petit changement de la taille d'une fourmi peuvent pousser les jeunes à revenir. Car, comme on le dit souvent, la caille, c'est la caille. Exactement. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais au-delà de l'espoir, parce que tu es un universitaire, donc on suppose que tu es pragmatique, tu vois ce qui se passe. Et c'est en fonction de cela, tu te dis, moi, je vais mettre ce manteau de crocodile pour avoir la peau coriace et continuer. Mais est-ce qu'il y a des jeunes qui s'impliquent réellement, de façon concrète sur le terrain et dont tu as entendu parler, que tu vois autour, qui se disent, on se tient prêt ou on travaille pour être prêt pour justement faire le travail des Népalais, enfin, faire autant que les Népalais ont eu à faire ces derniers jours? Oui, il y en a. Et je pourrais prendre l'exemple sur certains de mes camarades à travers la faculté. Car il y en a certains d'entre eux, et moi aussi j'en fais partie, qui font du militantisme. Peut-être pas du militantisme physique, mais à travers les réseaux, à travers les posts, les hashtags, etc., à travers les conversations partagées, à travers les reposts, etc., on arrive à créer un chemin et à se frayer une sorte d'impact, à faire un petit impact tant bien que même. Donc, un impact tant bien que mal autour des camarades, mais est-ce que vous arrivez, ou du moins vous pensez tranquillement, vous allez mener cette bataille pour arriver vers ce qu'on voit à l'AES? Parce que l'une des choses que je pensais quand j'ai vu l'AES étendre ses ailes, c'était de dire, ah, les jeunes Haïtiens vont s'imprégner de ça, de cette expérience-là, de cet exemple-là, vont s'en inspirer pour se mettre debout. Et on voit des années après, ben, on a l'impression qu'on est encore comme des zombies. Parce que je travaille avec des jeunes universitaires, mais j'ai l'impression que c'est leur carrière qui les intéresse plus. Est-ce que vous arrivez à mettre en concordance le savoir de certains aînés avec les vôtres pour mener Haïti à une souveraineté?
Arriver à le faire, oui, on arrive à le faire. Ce qui paralyse les actions de la jeunesse, c'est la peur. La peur, je parle de quelle peur? La peur de toutes ces armes à feu qui circulent. Parce que nous, les jeunes, c'est vrai, et on est intellectuellement prêts, on est pragmatique, etc. Mais il y a un hic. La majorité des rues est remplie de personnes armées, de civils armés, prêts à tirer ou bien à ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. C'est ce qui freine les actions ou les envies de faire des actions des jeunes. Parce qu'on est jeunes quand même, comme vous venez tantôt de le dire, nos parents vont quand même mettre un frein à certaines de nos actions. Et pour prendre l'exemple clair, quand la jeunesse, quand notre génération décide de s'unir, rien ne peut l'empêcher. J'ai un exemple très clair. Dernièrement, un jeune écolier s'est fait abattre froidement et lâchement par une sécurité et du ministère de l'Éducation nationale pendant qu'il juste passait. Après sa mort, beaucoup de jeunes ont pris les rues afin de faire une manifestation pacifique pour demander justice. Et justice a été pratiquement faite. Les démarches pour obtenir justice sont en train d'être rendues. L'union de notre jeunesse. Quand notre jeunesse décidera de s'unir autour d'un sujet, autour d'une même thèse, personne ne pourra nous arrêter. Personne. Mais il y a cette peur qui nous empêche de nous unir. Parfois, il y a un brave, il y a deux braves qui voudraient avancer, mais il y a ceux qui sont faibles. Je ne peux pas être contre eux. La situation est réelle. Ils avancent et après, ils reculent à cause des armes. Mais quand nous nous unissons, nos cerveaux, nos mains, toute notre force, tout notre être, personne, ni rien ni personne ne pourra nous arrêter. Wow, ça, vous avez entendu, hein? Donc, nos jeunes ont tout simplement besoin un peu plus d'aide et qu'on mette l'embargo finalement sur les armes qui viennent, et on le sait, des États-Unis, de certains pays qui disent être nos amis, mais qui, de par leur manière de faire, continuent de laisser envahir le territoire haïtien d'armes à feu. Donc, il faut qu'on le dise et je ne t'engage pas parce que je sais que tu es sur le terrain, veux pas, c'est difficile et le but n'est pas de te mettre en danger. Ça, je tiens à le souligner. Mais on sait que de toute manière, un guerrier reste un guerrier, quelles qu'en soient les circonstances, parce que il y a un moment donné, si tu ne te mets pas debout, ben, on sait le résultat, ce qui adviendra, n'est-ce pas? Oui, il faut mettre la main à la pâte. Voilà. Alors, Dave, si quelqu'un aimerait placer une commande, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens de la diaspora qui veulent nécessairement supporter un entrepreneur comme toi en Haïti, où exactement te joindre? Oui, je suis sur WhatsApp et je suis sur Instagram. Mon numéro de WhatsApp pour mon entreprise, c'est le 509 40 96 29 76. Pour le compte Instagram, c'est @PhoenixProds. Le numéro WhatsApp 40 96 29 et 76. Et puis Instagram, PhoenixProds. On va s'assurer aussi de mettre toute cette information sur la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez facilement aller trouver Dave et le supporter. Comme je l'ai dit, moi, je suis bouche bée. Je suis quasiment à genoux devant les jeunes, devant toute personne, tout individu qui se met debout dans de telles circonstances. Parce que je dois vous dire, Haïti, les gens vivent avec une peur dans le ventre quotidiennement. Comme Dave l'a si bien dit, avoir des hommes armés qui n'ont pas cette capacité de réflexion parce qu'on les commande à poser certains gestes, donc on ne peut pas savoir qui va être la prochaine victime. Donc, quelqu'un qui se met debout malgré tout et qui se dit « je ne sors pas du pays, je vais mener ma vie et s'il faut mener la résistance, je le ferai », eh bien, c'est des gens à supporter et c'est des gens qu'il faut encourager. Dave, comme tu as pris l'exemple du Népal, quel autre pays qui t'inspire actuellement à un changement réel pour Haïti? Un autre pays, le Burkina Faso, d'Ibrahim Traoré. Je me suis inspiré de lui car il est jeune, c'est le plus jeune leader africain actuellement, et il est parti de rien pour arriver où il est aujourd'hui, pour arriver à la tête du pays, de son pays, et il a le courage et la capacité à bouder les invitations étrangères et à faire passer les intérêts de son pays d'abord. Intéressant.
Intéressant. Alors, quel serait pour toi, si tu as à discuter avec des jeunes Haïtiens qui se retrouvent à travers le monde, quel serait ton message pour ces jeunes personnes par rapport à Haïti? Mon message serait de ne pas perdre espoir. De ne pas perdre espoir et de ne pas se mettre trop confortable là où ils sont. Parce qu'ils ne sont pas chez eux et quand même, un jour viendra où ils voudront revenir. Je vous inciterai à poser des actions et des actions peut-être à distance afin d'encourager ce changement-là. Car Haïti renaîtra de ses cendres quand même. Wow. Alors, Dave, je sais que moi, pour ma part, je dois me déplacer, je dois voyager dans quelques minutes, mais je tenais vraiment réellement à t'avoir en entretien et je suis vraiment heureuse qu'on ait eu l'opportunité de faire cette interview. Alors, je vais te laisser la parole de sagesse pour clore cette émission. Avec tout ce que tu vois dans les médias, quels seraient tes propos de sagesse pour clore cette émission? Bon, je pourrais dire que nous, la race noire, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des jours noirs. On nous rejette, on nous met dehors, on nous chasse partout. Mais la vérité, c'est que tout le monde, surtout les Occidentaux, ont peur de nous. Ils ont peur de ce que nous pourrons accomplir si nous nous unissons. Ne prenons pas pour acquis les biens que nous avons chez eux, car le véritable bien, c'est nos sols, notre patrie. Trump nous met dehors, les autres pays nous poussent vers la porte aussi, ferment leurs portes. Ce serait une occasion de se concentrer et de s'unir pour apporter le changement chez soi, afin de pouvoir, comme le capitaine Kaoré, bouder les invitations étrangères qui ne nous seront pas utiles. Prenez courage, soyez fermes et la situation ne demeurera pas ainsi, car la race noire est une race bénie, est une race spéciale. Merci beaucoup, Dave, d'avoir participé ce temps précieux avec nous. J'espère que tes propos vont continuer d'inspirer les jeunes, les moins jeunes, une nouvelle génération qui se prendra au sérieux, ainsi que ses intérêts collectifs, parce que nous savons bien défendre nos intérêts personnels, mais là, il faut qu'on commence à défendre les intérêts collectifs que nous avons en commun. Collectif. Merci, Dave. Merci beaucoup. Alors, voilà ce qui met fin à notre entretien. D'accord. Ce fut un plaisir et un honneur. Merci, cher. À bientôt. Merci. À bientôt. Alors, merci d'avoir été là avec nous. Merci encore à Dave de nous avoir donné cette opportunité de partager ce moment pour cette belle interview que nous avons eue. Et comme je le dis toujours, continuez de supporter la chaîne, continuez de supporter nos invités parce que toutes les invités que nous avons eues jusqu'ici sont des personnes inspirantes, sont des personnes qui mordent dans la vie et qui veulent voir un changement véritable pour leur pays respectifs. Donc, sur ce, je vous dis, comme d'hab, Kevin Jampalagé, bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. Ciao.